Juste quelques réactions à ce que j'ai entendu avant de démarrer. L'innovation de retour, on ne peut pas nier, hein, c'est-à-dire il y a plus de médicaments mis sur le marché au cours des toutes dernières années, mais c'est lié à deux phénomènes. C'est l'hépatite C, les antiviraux contre l'hépatite C, il y en a des quantités qui arrivent, qui remontent tous à des découvertes de la recherche publique. Hein. Et donc, rien que l'hépatite C, effectivement, apporte plein de nouveaux médicaments, qui sont plus ou moins de la même famille, et puis les maladies rares. Donc après, on peut questionner l'intérêt de ces choses-là et d'où ça vient, etc. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un retour d'innovation, sinon c'est pas crédible, puisqu'on a le nombre de médicaments. Voilà. Donc c'est pas gênant de le reconnaître. Simplement, il faut questionner qu'est-ce que c'est comme innovation. Les firmes qui participent à la nosologie, ça existe dans le domaine mental, hein, le DSM-5. Il y a de nombreuses, il y a des bouquins entiers, des articles qui démontrent comment les firmes pharmaceutiques ont influencé l'association des psychiatres des États-Unis pour la constitution du DSM-5. Donc c'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. La question de la longueur et du coût de la R&D, c'était l'argument classique des firmes pharmaceutiques pour expliquer le prix élevé de leurs médicaments. Alors c'est même pas 1,5 milliard, la dernière étude de l'équipe de Dimazy, c'est 2,5 milliards ou 6, je ne sais plus. Mais même les firmes, elles n'utilisent même pas cette étude, parce qu'en fait elles ont changé d'argument, puisque par exemple pour Sofosbuvir et les antiviraux d'hépatite C, ça ne marche même pas pour ces médicaments-là. C'est-à-dire, on sait que ça va coûter 2,5 milliards, et pourtant ces médicaments sont très chers. Donc il faut qu'ils trouvent un autre argument. Et l'argument, c'est effectivement la valeur, parce que les firmes pharmaceutiques, elles sont très opportunistes, elles évoluent très très vite, en fait, si c'est nécessaire. Elles ont observé que dans la société, il y avait une partie de la société, oui, qui était prête qui poussait à l'accès, quel que soit le prix. Donc ça, ce sont des alliés précieux. Et en pratique, au niveau de l'Agence européenne du médicament, les associations de patients qui ont le plus d'influence aujourd'hui, ce sont les associations de patients de maladies rares. Et là, on est typiquement dans des associations où les gens ne sont pas forcément manipulés par les firmes pharmaceutiques. Simplement, ils sont dans des situations, en pratique, ce sont souvent des maladies d'enfants, qui sont dans des situations parfois dramatiques. Et ces gens-là peuvent avoir une passion extrêmement forte, voire de la violence. Et aujourd'hui, elles réclament un accès à des médicaments, quel que soit le prix. Sur le principe que nous tous, si on nous demande, vous êtes prêts à payer combien pour que votre enfant survive, voilà, je vends ma maison, etc. Donc voilà, le prix des médicaments aujourd'hui, c'est ça. C'est je vends ma maison pour sauver mon enfant. Donc Eurordis, pour citer l'association concernée, donc c'est l'association d'origine française mais qui est européenne maintenant, l'association de maladies rares, de patients de maladies rares, a un rôle extrêmement fort, et donc c'est pas nous, c'est Eurordis. Voilà. Donc il y a, si on veut, il faut contester la place prise par ces malades-là dans le pouvoir politique de représentation des patients, des futurs patients, des consommateurs. C'est ça ce problème. Donc je démarre mon intervention. Je vais repartir sur des généralités. Ronnie n'a pas osé dire des banalités, ben moi je vais oser le dire. Voilà, donc je vais démarrer. Voilà, donc le progrès c'est un besoin. Il ne faut pas le nier, hein. C'est peut-être pas universel, je ne sais pas. En tout cas, c'est un besoin ressenti assez largement. C'est aussi un espoir. Donc, typiquement, les parents d'enfants qui ont une maladie mortelle, ils ont l'espoir que leur enfant il va survivre. Voilà. Et puis, aussi les personnes âgées. Tout le monde a envie de voir des progrès. Mais il y a des effets inattendus, indésirables, et il y a même des désastres, en fait. D'où la régulation du marché qui existe pour le médicament, c'est clair, avec ses limites, mais dans d'autres domaines aussi, automobile, etc. Et le principe de précaution, c'est un petit peu le garde. Merci.
Donc dans le domaine du médicament, cette régulation du marché, pour ce qui concerne l'Europe, parce qu'aux États-Unis c'est un petit peu différent, c'est plus tôt, c'est le thalidomide, donc un médicament qui a été pris par des femmes enceintes, pour dormir, et qui a entraîné des malformations gravissimes chez des milliers d'enfants. C'est des enfants qui n'avaient pas de membres, dont les bras, dont les mains et les pieds étaient attachés plus ou moins directement au tronc. La phocomélie, donc ça c'est un désastre, et donc ça a été un des motifs principaux de la mise, à l'origine des règles de mise sur le marché au niveau européen, la directive 65-65, dont aujourd'hui on est l'héritier très très largement. Le progrès, c'est aussi un moteur fondamental de l'économie. La recherche, l'innovation, la nouveauté, c'est des facteurs de compétitivité aujourd'hui dans l'industrie telle qu'on la connaît. Hein. Entre pays, c'est l'invention, la recherche, en tout cas la mise sur le marché de nouveautés, qui est un facteur important de compétitivité dans le système qu'on connaît. Progrès, c'est un moteur aussi psychologique. On veut améliorer sa situation, celle de ses proches, les enfants, forcément, ou plus largement, il y a des médecins sans frontières, des médecins du monde, donc le fait de vouloir améliorer la situation des autres et la sienne. Alors il y a des besoins non satisfaits en santé, c'est évident. Donc aujourd'hui, c'est les maladies rares qui alimentent une partie très très importante de la recherche des firmes, parce que c'est très lucratif en fait. Mais effectivement, il y a des besoins non satisfaits dans le domaine, mais il y a des maladies beaucoup plus fréquentes pour lesquelles il n'y a pas de solution. Si on prend l'arthrose et tout un tas de maladies de ce type-là, on n'apprendra rien. Ou ressenties comme telles. Ça, c'est quelque chose sur lequel les firmes peuvent fonctionner. Les besoins sont-ils réels ou créés? C'est une vaste question. Tout ça, c'est des questionnements, évidemment. Donc au final, ça fait quand même que dans la société s'exprime une demande médicale, de médicaments, d'aide, de soutien, de solutions sociales et politiques. Sociales, oui, on a donc des associations qui s'organisent, on a des lobbies pour orienter la recherche vers tel ou tel domaine. Hein. On a des télétons, on a tout un tas de sortes d'actions pour essayer de faire émerger dans la société une demande particulière. Voilà, donc dans les maladies politiques, pour lesquelles les politiques se sentent obligés aujourd'hui d'apporter des réponses, il y a clairement la maladie d'Alzheimer, avec des plans. Il y a les cancers, évidemment, puisque là, il y a quand même encore beaucoup de besoins non satisfaits, réels ou ressentis. Et puis les maladies rares, notamment parce qu'elles sont pédiatriques. Je pense que si elles n'étaient pas pédiatriques, on en entendrait beaucoup moins parler, il y aurait beaucoup moins de patients. Alors là, j'ai parlé de progrès. Maintenant, la nouveauté. La nouveauté, c'est aussi très très important. C'est clairement un besoin psychologique. Hein. L'ennui naquit un jour l'uniformité. Hein, je me rappelle cette sentence, je crois qu'on a besoin de nouveauté. Voilà, c'est tout. Et donc c'est un argument marketing très fort, la nouveauté. Que ce soit pour le grand public ou les soignants, les médecins, ils sont très très sensibles à la nouveauté. Il faut changer. Et il se dit même que ça aurait une efficacité thérapeutique, que au bout d'un certain temps, pour un traitement chronique, il faut changer. Voilà, parce que le patient il se lasse, et puis le soignant aussi, clairement. Donc c'est un argument marketing, argument marketing, il y a des pubs pour des médicaments, il y a écrit nouveau, hein, c'est le message principal. Quoi. Obsolescence programmée, vous connaissez ça, donc les produits industriels, eh bien, il faut que ça se renouvelle. Hein. Quand c'est un médicament, ça peut être plus gênant, hein, de l'obsolescence programmée, remplacer des médicaments qui marchent bien par des médicaments nouveaux qui marchent moins bien, c'est quand même un petit peu gênant. Et c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Des modes dans les médicaments, clairement, hein, il y a une équipe de l'INSERM de Bordeaux qui vient de publier une étude sur
les neuroleptiques, une communication à l'Académie de médecine, où il parle des antipsychotiques de nouvelle génération qui ont remplacé celles de première. Et ça leur rappelle un engouement qui avait eu lieu pour les antidépresseurs type Prozac, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui avait suivi la mode des benzodiazépines. Donc il y a des modes qui se suivent. Donc au total, avec ces besoins, ces appétences, ces envies qu'on a pour la nouveauté, oui, donc ça c'est clair, il faut bien reconnaître. Un besoin de nouveauté en santé, mais surtout, le plus important en fait, c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est des progrès tangibles pour les patients. C'est ça qui compte, il ne faut pas se laisser... si j'ai parlé de tout ça, c'est qu'il faut bien se rendre compte de la force de la demande sociale et individuelle pour du progrès de la nouveauté. Et donc il faut résister à ça, qui est légitime, qui existe, en essayant de recadrer les choses, en disant, mais en fait, ce dont on a besoin, surtout, c'est de progrès tangibles pour les patients. Et là, je pense que si on explique ça, on peut se mettre d'accord, finalement. Oui, un progrès tangible, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut mesurer pour les patients. Ça a du sens. Voilà, et c'est pas du tout la même chose, effectivement, si on réfléchit bien sur le regard. Diapo. Voilà. Donc après, des progrès dans le domaine de la santé, pourquoi faire là, c'est très important parce qu'il y a un petit peu de tout sur le marché, et même comme demande. Soigner, ça c'est guérir, c'est l'idéal. Une maladie mortelle qui ne l'est plus, c'est négligeable. On a vu ça avec le sida, on a vu ça avec l'hépatite C. Là, on est dans des objectifs difficilement discutables. Soulager, on n'est pas au même niveau, mais c'est tout à fait légitime et c'est très important. C'est une demande des patients et une grande légitimité des soignants à répondre à ce besoin de soulager, ne serait-ce que la douleur. Retarder la mort. Voilà. Donc retarder la mort, ça dépend à quel âge. Pour un enfant, oui, c'est bien. À 99 ans, c'est pas exactement la même chose. Donc on vient d'apprendre la semaine dernière que l'âge limite de la vie humaine, c'était peut-être 120 ans. Voilà. Mais il est possible qu'il y ait des gens qui espèrent que ce soit plus et qui expriment une demande pour ça. Et il est possible que ça puisse être un moteur de l'économie, de la recherche, d'essayer de dépasser la mort programmée. Donc voilà, s'il y a des médicaments qui luttent contre la mort programmée. Donc, est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas, pour moi ça ne l'est pas, mais pour d'autres ça peut l'être. Rendre la vie plus agréable. Donc là, on a quand même beaucoup de médicaments et clairement un secteur de l'économie qui a intérêt à brouiller un petit peu les frontières entre la santé, la forme, le confort. Donc ça existe. Les firmes pharmaceutiques, le jour où il y aura le marché, il sera là. Réduire les handicaps. Donc oui, il y a toutes sortes de handicaps, mais donc avec de fortes légitimités médicales, mais il y a aussi des dérives possibles, clairement, le corps performant, la beauté. Donc tout ça pour dire qu'il est nécessaire là aussi de recadrer sur des priorités de besoin. Effectivement, si ce n'est pas les corps médicaux et pas seulement les patients d'aujourd'hui, mais l'ensemble de la société, parce qu'on sera tous un jour patients, je trouve qu'on a une légitimité quand même assez proche, à orienter vers les besoins principaux. Si on ne le fait pas, c'est le marché et les firmes qui le font et le marketing. Alors, les progrès dans le domaine de la santé, en fait, là aussi où il faut beaucoup recadrer, c'est en fait, c'est pas seulement dans le domaine du médicament. On parle beaucoup de médicaments, enfin on verra, j'en parlerai tout à l'heure, mais il ne faut surtout pas perdre de vue, contrairement à un bouquin qui a été écrit l'année dernière qui s'appelait La vérité sur les médicaments, je crois, écrit par des hospitaliers universitaires. Dans l'introduction, ils disent les progrès médicaux égale progrès, c'est le nouveau médicament. Voilà, c'est quand même assez étonnant, parce que c'est faux. Au cours des 10, 15, 20, 25, peu importe, il y a eu beaucoup de progrès dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec le médicament, la chirurgie, l'imagerie, les dispositifs médicaux, les examens de labo, etc.
Il ne faut vraiment pas oublier ça, simplement on entend moins parler. On entend moins parler parce que le médicament en fait monopolise le discours de façon considérable sur la santé et l'innovation. Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, progrès médical, ça veut dire un médicament. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un produit industriel avec derrière des grosses firmes, des firmes énormes, qui ont des moyens de communication considérables. Donc, si vous voulez, si on prend Enfin, il y a un certain nombre de maladies où il pourrait y avoir d'autres alternatives, en particulier si on prend la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, il est clair que plutôt que de dépenser autant d'argent sur un médicament, sur la recherche, je ne dis pas, mais sur l'utilisation d'un médicament, aujourd'hui, on sait que ce qui serait plus efficace, c'est d'avoir du personnel. Voilà, mais le lobby du personnel, pour la maladie d'Alzheimer, il n'existe pas. Par contre, le lobby industriel, lui, il existe. Et puis une autre chose vraiment importante, c'est que c'est facile à consommer un médicament. Ça, c'est vraiment le grand avantage. On peut en avoir dans sa poche, pof, voilà. Voilà, facile et souvent rapide à consommer, c'est un progrès, c'est sûr, en soi, hein, par rapport à d'autres choses. Mais est-ce que c'est peut-être pas trop facile dans certaines situations? Donc, j'ai dit tout à l'heure que les firmes pharmaceutiques, elles avaient été déterminantes dans le DSM-5. Et en fait, elles ont découpé ce qu'on a l'ancienne nosologie avec des maladies constituées en symptômes. Elles ont tout découpé. Voilà, donc ça permet de balancer tout un tas de psychothérapie ou la psychanalyse, etc. Et là, il y a l'avantage comparatif du médicament, c'est que c'est plus facile à prendre que d'aller suivre une psychothérapie quelle qu'elle soit. Il y a aussi une demande sociale, clairement, pour maigrir, un médicament pour maigrir. Bon, aujourd'hui, scientifiquement, tous les médicaments mis sur le marché s'appuient sur des mécanismes dont les pharmacologues disent dès le départ, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est impossible que ça marche sans effet indésirable considérable. Donc ça, c'est l'état de la science aujourd'hui, mais ça n'empêche pas d'avoir des médicaments pour maigrir qui arrivent assez régulièrement sur le marché, avec de très très fortes demandes. Voilà, mais c'est évidemment plus simple que, soit au niveau individuel, de modifier son mode de vie, alimentation, sport, etc., ou, pour des responsables politiques, de prendre des décisions en disant, à partir de maintenant, il y aura un étiquetage très clair, obligatoire, sur les produits alimentaires, pour dire, celui-là c'est bon, celui-là c'est pas bon. Ça, apparemment, c'est très très difficile à prendre. C'est plus facile de laisser les médicaments arriver sur le marché. Voilà, puis l'autonomie, effectivement, dépendre d'un médicament, ça pose des questions aussi sur quel type de personne on est, et ça a une application particulière chez les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants, on leur administre des médicaments dans le domaine psychothérapeutique très très tôt, très très massivement, sans savoir exactement, quand leur développement psychique n'est pas terminé, quelle implication ça peut avoir. Là, on joue vraiment à l'apprentissage. En tout cas, c'est sûr qu'on crée de futurs adultes qui prendront des médicaments de manière chronique. Un autre aspect, c'est que la nouveauté fascine, elle intéresse, elle pique la curiosité. Et en fait, c'est le moteur de la plupart des médias. Course au scoop. Moi, je vois très bien à prescrire, on arrive à attirer l'attention des médias sur des choses qui ne vont pas. Voilà. Par contre, chaque fois qu'on essaie d'attirer l'attention sur des articles pédagogiques pour expliquer qu'est-ce que c'est la balance bénéfice-risque, etc., c'est le flop total. Donc là, on a quand même une déformation. Donc, dans ces médias, on a quand même la science et la médecine qui sont racontées, ces histoires, sous l'angle du progrès sans fin. Il y a une espèce de... Parce que dans ces demandes de la société, éventuellement, des associations de patients, tout à l'heure je parlais de besoins ressentis, ces besoins, ils sont aussi créés, c'est-à-dire ils sont créés par une ambiance, notamment médiatique, toutes les semaines, on a des trucs absolument formidables qui arrivent, des découvertes formidables, cœur artificiel, on baigne dans des trucs
cœur artificiel, ça concerne combien de personnes aujourd'hui et dans le futur, enfin, mais c'est fascinant. Alors, médicaments ciblés, personnalisés, tu l'as dit tout à l'heure, médicaments intelligents qui vont aller juste à un tout petit endroit qui ne va pas dans le corps, là, et seulement là, c'est promis. Et on y croit. Et même les médecins, ils y croient. Alors, ils sont mal formés, hein, mais ils ont aussi tous ces besoins dont j'ai parlé, de nouveautés, de progrès, d'espérer que la situation de nos patients va s'améliorer. Donc voilà, on est dans cette espèce de science-fiction qui est probablement bien intentionnée. Et pourtant, malgré cette énorme appétence qu'on a vers la nouveauté, le médicament le plus consommé au monde, et en France, il a plus de 100 ans, il soulage très bien les douleurs faibles à modérées, le paracétamol. On n'a pas trouvé mieux. Il a des défauts. On est en train peut-être d'en découvrir en ce moment même, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est le leader de son marché. Il vaut pas cher. Si on n'en prend pas trop, ça va. Il est relativement efficace, hein, c'est-à-dire en 15-20 minutes, vous n'avez plus mal à la tête. Ça dépend de c'est le meilleur antalgique de niveau. Hein. Voilà. Il a plus de 100 ans. Ça, c'est une particularité de ce secteur industriel. Hein. Il n'y a aucun autre secteur industriel où le leader du marché, dans sa classe, a plus de 100 ans. Enfin, c'est insensé, quoi. C'est beau. Alors, il y a un prix à payer pour cette fascination. Le problème, c'est ça, hein. C'est-à-dire ce déséquilibre permanent vers qu'est-ce qui va arriver. Là, c'est qu'il y a des médicaments anciens qui marchent très bien et en fait qui tombent dans le désintérêt et qui ne sont pas utilisés. Donc il y a un exemple très connu, c'est les antihypertenseurs, c'est pas négligeable, ça concerne quand même énormément de gens qui en prennent des maladies chroniques. Eh bien les meilleurs, c'est la chlorthalidone, elle n'est même pas commercialisée, et l'hydrochlorothiazide, il est très peu prescrit en France. Voilà. Donc c'est quand même dommage, il y aurait d'autres exemples. Alors de nombreux nouveaux médicaments sont décevants. Donc en fait on jette et on oublie des trucs. Et par exemple, au lieu de prescrire l'hydrochlorothiazide dans le domaine de l'hypertension, on va prescrire de l'olmesartan, qui est un antihypertenseur qu'il faudrait retirer du marché le plus rapidement possible à cause de ses effets indésirables. Donc c'est quand même une sorte de gâchis tout à fait regrettable. Et voilà, les nombreux nouveaux médicaments sont décevants, ça a déjà été dit, là je donne quelques détails, pas trop de détails, mais quand même, sur les 71 médicaments anticancéreux, les cancers solides mis sur le marché aux États-Unis entre 2002 et 2014, en médiane, l'ensemble des 71, ils ont apporté une amélioration de survie de 2 mois. Je ne parle même pas de la qualité de vie, 2 mois de survie. Voilà. Et la conclusion des auteurs de cet article, c'est de dire, est-ce que les patients sont bien conscients? La réponse, c'est non. Évidemment. Est-ce que les médecins en sont conscients? Pas sûr non plus. Suivant. Au contraire, ils ont une fausse attente. Donc les progrès dans le domaine du médicament ne sont pas certains. C'est ça, il faut arrêter de penser que le progrès... Il y a une espèce de positivisme, on croit hein, dans nos sociétés, on croit au progrès, on y croit, voilà, mais dans le domaine du médicament, il n'est pas certain. Alors ça, c'est les chiffres de prescrire. Hein. On estime que, compte tenu des données disponibles au moment où ils sont sur le marché, il y a 20% de médicaments nouveaux qui sont des régressions thérapeutiques par rapport à ce qu'on a déjà. Et puis il y a près de 50% de médicaments qui apportent rien de nouveau. Et ça, c'est nos statistiques de 2005 à 2015. Suivant. Est-ce qu'on arrive à ce résultat tout à fait étonnant et qu'on n'est pas les seuls à établir? Eh c'est que les règles d'autorisation de mise sur le marché, elles ne sont pas extrêmement exigeantes sur le progrès. C'est des compromis en fait. C'est forcément les règles de l'AMM, qui c'est qui les vote? C'est des députés, qu'ils soient européens ou français, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est des compromis entre un certain nombre d'intérêts identifiés dans la société. Et du point de vue, si on se place du point de vue de l'intérêt des patients, on peut considérer que c'est minimaliste. Encore que, je le répète, il y a des associations de patients de maladies rares qui estiment que c'est des barrières, ces règles, et qu'il faudrait les baisser. C'est trop haut.
Donc court terme, long terme. Donc court terme, long terme, c'est l'intérêt des patients d'aujourd'hui, par exemple, par rapport aux patients de demain. Les patients d'aujourd'hui, peut-être dans certaines situations, ils ont intérêt à avoir un accès précoce. Mais par contre, ceux qui n'ont pas encore cette maladie, ils ont plutôt intérêt à savoir si ce médicament il vaut quelque chose ou pas. Voilà, donc ça va dépendre de la force des pressions pour le court terme et le long terme. La demande des patients actuels, voilà, j'ai dit. Et puis les fortes pressions industrielles, ça c'est considérable et économique. Et ça ne concerne pas... Enfin, les politiques sont très sensibles à ça, surtout quand il y a une industrie nationale. Voilà, alors ce que j'avais dit à l'Assemblée nationale l'autre jour, c'était juste une chose qui n'est pas assez connue, c'est que la plupart des gens, que ce soit les patients ou les soignants, croient que un nouveau médicament qui arrive sur le marché, puisqu'il est innovant, il est un progrès. Donc ça, malheureusement non, ce serait bien étonnant, puisqu'en fait c'est pas exigé. Ça a été dit tout à l'heure. La règle qui date depuis 1965 et qui n'a pas été modifiée à ce niveau-là, c'est que la démonstration de l'efficacité, ça se fait contre le placebo. En pratique, il y a des dossiers qui arrivent avec des comparaisons contre des médicaments, hein, mais c'est toujours pas dans la loi, et les firmes sont absolument contre. À chaque fois qu'on essaie de changer ça, non, donc les firmes n'ont pas. Alors, diapo précédent, s'il te plaît, c'était juste ce qu'ont écrit les directeurs de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, pas plus tard que le 17 juin 2016. C'est de dire que le mot innovatif et neutre ne veut pas dire que le produit est plus ou moins efficace ou sûr que les médicaments existants. Vous vous rendez compte, il dit même plus ou moins que ce qui existait déjà. Je crois que c'est même pas rendu compte de ce que ça pouvait être. Voilà. Donc c'était pas mal qu'ils le reconnaissent, mais je pense que c'est pas assez connu. Voilà, on pratique beaucoup trop d'évaluation versus placebo ou contre des comparateurs qui ne sont pas les bons. Si vous comparez à un médicament qui ne marche pas bien, c'est assez facile. Ou la dose. Et puis beaucoup d'essais de non-infériorité. Donc les firmes sentant qu'il y avait quand même une demande pour se comparer à autre chose qu'un placebo, elles ont réussi à inventer un système qui était ces essais de non-infériorité, avec des marges d'erreur qui sont souvent très considérables. Donc en fait ça prouve souvent pas grand-chose. Et ça permet d'accéder au marché en disant que en fait on n'a pas été comparé à un placebo, non. On a été comparé à un vrai médicament. Suivant. Alors maintenant sur la valeur. Quelle valeur on peut donner à la nouveauté au progrès. Aujourd'hui, donc, les nouveaux médicaments, de plus en plus, ils sont chers, très chers, trop chers. Enfin, il y a vraiment un tollé mondial, à tel point que même le G7 faire une étude sur le sujet. Donc voilà, là c'est trop. Et là, c'est l'hépatite C, hein, c'est clairement, mais aussi les médicaments contre le cancer et les maladies rares. Ces trois là, c'est trop parce qu'en fait, aucun pays ne peut se les payer. Et alors, donc, si on regarde en pratique d'où ça vient, donc j'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, mais il y a une étude qui a été faite récemment, publiée, sur 58 médicaments anticancéreux mis sur le marché aux États-Unis entre 1995 et 2013. Ils ont regardé l'évolution du prix et ils se sont aperçus que dans les dernières années, ce prix, en fait, il rejoint ce qu'on appelle la disposition à payer de la société. Donc c'est peut-être Valérie Paris, ça reviendra là-dessus cet après-midi. Et c'est une des façons, enfin c'est un des critères de médico-économie, une des façons de valoriser, enfin d'évaluer la valeur des choses. Donc il y en a plusieurs, mais donc disposition à payer de la société, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est je vends ma maison pour sauver mon enfant. On est à peu près à ces chiffres-là aujourd'hui. Et donc ça a été démontré, c'est vraiment vers ça que tendent les firmes. Et quand elles parlent de valeur de la société, les firmes, c'est pas d'autre chose. C'est-à-dire pour elles aujourd'hui, c'est la façon qui va leur permettre de demander les prix les plus hauts.
Parce que même le coût de la R&D, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à expliquer. Voilà. Donc la question, c'est pour quel progrès? Et donc là, effectivement, il y a un petit problème, parce qu'avec ces médicaments qui arrivent à 100 000, 200 000, 300 000 euros, ou dollars, même les pays les plus libéraux et les plus riches, ils disent oui d'accord, mais pour ce pays-là on a quoi? Donc c'est là où ça coince un petit peu quand même aujourd'hui. Le suivant. Donc ce prix basé sur la valeur n'est pas généralisable à l'ensemble des médicaments, parce qu'effectivement la facture elle explose, hein. Il y a des projections qui ont été faites sur qui montrent que c'est insupportable par les pays. C'est pour ça que Bazelia qui dit, il faut que et puis Erard l'avait dit aussi, il faut que la société s'organise pour accueillir l'innovation. Ça veut dire quelles dépenses de santé on ferme. Hein. Clairement, faire la place, ça veut dire il faut couper ailleurs. Donc faisons de la place, il parle de productivité des hôpitaux, etc. Faisons de la place à nos innovations à 300 000 euros. Voilà, et puis qui paye? Parce que quand une personne dit moi je vends ma maison, c'est une chose, mais aujourd'hui, en fait, ces associations de patients se sont organisées pour que ce soit la société qui paye. C'est pas elles qui vont vendre leur maison. Donc ça dépend des pays, évidemment, il y a des systèmes de protection sociale. Mais on a quand même cette poussée-là pour faire payer par la société les besoins d'une partie de la société. La question pour la société, c'est de savoir si on est d'accord, enfin jusqu'à quelle limite. Il y a beaucoup. Donc le fait que ça favorise les plus riches et que ça entraîne encore plus les firmes à s'intéresser vers des micro-niches dans les pays où c'est supportable, c'est absolument évident. Hein. Si on prend ces médicaments pour les maladies rares, il y a une étude qui est déjà un petit peu ancienne, mais il n'y en a pas eu de nouvelle, faite par la Commission européenne sur les médicaments orphelins. En Europe, en fait, ils sont disponibles dans très peu de pays en Europe. Et ils ont vendu tellement cher que, à part les 5 ou 6 plus riches, dans les autres, ils sont pas là. Voilà. Donc les progrès, alors dans tous les progrès, ça a alimenté tout un tas de littérature, hein, depuis très longtemps. Il y a quand même une définition assez répandue qui est de dire que les progrès ne valent que s'ils sont à la portée de ceux qui en ont besoin. Il ne faut pas lâcher ça. C'est cette définition-là. Sinon, c'est un luxe. S'il y a seulement 1% des gens concernés par une maladie qui peuvent s'acheter des médicaments, soit directement, soit parce qu'ils sont dans le bon pays, c'est un petit peu gênant. Alors le problème, c'est comment favoriser l'innovation. Il l'a dit, Bazelia, l'incentive. Vous ne pouvez pas savoir quel incentive c'est. Voilà. Donc effectivement, le problème c'est et le piège de la valeur en fait. Parce qu'on pourrait dire oui c'est vertueux, on va inciter les firmes on va les orienter, les flécher vers de vrais progrès, et plus elles auront démontré que c'est un vrai progrès, plus on va leur mettre un prix élevé. Ça peut paraître séduisant, sauf qu'on retombe sur le problème de dire mais qui y aura accès? Voilà. Donc les médicaments orphelins, par exemple, c'est une success story française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de firmes françaises dans ce domaine-là, parce que assez rapidement, ça a été un des rares pays à les payer en cours. On parlait de la sécurité sociale tout à l'heure. C'est un pays de cocaïne pour les médicaments orphelins, la France. Il y a très peu de pays comme ça. Donc on a des firmes françaises qui sont très fortes. On a une association de patients qui est devenue l'association européenne, Orandis. Voilà, donc, mais je leur dis, ces médicaments, il y a beaucoup de pays où ils ne sont pas. Donc, je crois que c'est vraiment très important de ne pas oublier le reste de la planète. Hein, parce qu'on a parlé de la France, etc., l'Europe, mais il faut prendre l'ensemble. Et là, c'est mes souvenirs d'avoir travaillé pour Médecins sans frontières, mais de toute façon, je n'aurais jamais oublié ça. Il faut penser l'ensemble de la planète. Et donc, mes dernières diapos, ça va être sur cette évolution-là. Si on veut à la fois financer la R&D et avoir des médicaments abordables quand ils sont utiles, essentiels, l'accès à des médicaments qui servent à rien, moi c'est pas mon problème, ou qui sont mal tolérés non plus, mais des médicaments essentiels, oui, ça c'est un vrai enjeu de société mondiale.
Donc si on veut arriver à faire ça, eh bien, il faut changer le système et il faut dissocier le financement de la R&D de la vente des médicaments. Donc j'ai mis entre parenthèses antibiotiques parce que tout à l'heure on a une présentation sur les antibiotiques. Mais aujourd'hui c'est un domaine où tout le monde considère qu'il faut dissocier. C'est-à-dire aujourd'hui il n'y a plus de recherche pour les antibiotiques, donc il faut la financer. Mais, et alors là c'est un domaine particulier, il faut mettre sur le marché des nouveaux antibiotiques, mais il ne faut surtout pas les utiliser. Ou il faut les utiliser le moins possible pour éviter les résistances. Donc ça veut dire là clairement que le modèle économique, ça ne peut pas être celui d'aujourd'hui, parce que les firmes forcément, elles vont vouloir le vendre le plus possible. Donc clairement ça ne marche pas, et tout le monde sait que pour les antibiotiques ça ne marche pas. Mais en fait, ça ne marche pas tellement pour les autres domaines non plus. Voilà, donc le système actuel de R&D est toujours plus critiqué, diapo. Et là, je termine avant ma conclusion, sur quelques citations d'institutions qui se sont prononcées à ce sujet. Donc là, ça vient de sortir, septembre 2017. C'est un rapport du panel de haut niveau sur l'accès aux médicaments auprès du directeur général de l'ONU, qui a fait comme recommandation, donc c'est la partie bas. Donc ils invitent le secrétaire général à engager un processus. Et donc cela inclut des négociations pour un traité international de R&D qui dissocie les coûts de recherche et développement et le prix des médicaments pour promouvoir l'accès à une bonne santé pour tous. Voilà, donc ça c'est pas rien. Ça ne veut pas dire que ça arrivera demain, mais en tout cas c'est intéressant. Diapo. L'Assemblée mondiale de la santé de cette année a adopté une résolution sur le financement et la coordination de la recherche et développement qui mentionne cette dissociation entre le financement de la R&D et le prix. Diapo. Au niveau européen, le Conseil de l'Europe, donc qui est l'Europe à 47, si on n'oublie pas, voilà, qui estime aussi que pour assurer la viabilité des systèmes de santé et l'accessibilité des médicaments abordables et innovateurs dans le long terme, l'Assemblée du Conseil de l'Europe, on appelle à l'OMS pour qu'elle propose des alternatives au modèle actuel d'innovation pharmaceutique fondé sur les brevets. C'est intéressant. Suivant. La HS belge, le KCE belge et en tout cas des autorités de santé médico-sanitaires, si on veut, et les Pays-Bas, le ZIND, ont chargé un think tank de faire des propositions pour renouveler le système de R&D. Et alors le scénario 4, c'est le plus radical, comme ils disent, où le développement des médicaments serait essentiellement une entreprise publique, exclusivement orientée vers la satisfaction des besoins réels. Les entreprises pharmaceutiques privées pourraient toujours produire les médicaments et assurer des prestations de services pour les fournisseurs publics sur une base concurrentielle. Quant aux brevets et monopoles, il n'aurait plus de raison d'être puisque les médicaments et les technologies de la santé seraient devenus des biens publics. Ben, c'est intéressant, au moins eux, ils n'hésitent pas à envisager des choses tout à fait radicales. Suivant. L'OCDE, donc là je cite un travail auquel a contribué Valérie Paris. Alors l'OCDE ne se prononce pas pour renverser la table en matière de R&D, mais quand même, il y a un réalisme sur le problème. Donc, une question supplémentaire au-delà de la portée de ce document se rapporte à l'efficience dynamique des dépenses pharmaceutiques, c'est-à-dire, est-ce que les innovateurs ont les incitations appropriées pour la R&D pharmaceutique? C'est une bonne question. Ici, encore une fois, nous avons certaines indications que certains besoins prioritaires ne sont pas couverts par les investissements à R&D et que les investissements à R&D de cette industrie ne sont pas toujours très productifs. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans le discours habituel de dire ça innove vachement bien, les firmes sont super. Je vous renvoie à une définition de l'innovation des CDE qui est assez largement citée, qui date de 2009, je crois, qui montre qu'il ne faut pas rester sur le produit. Donc l'innovation est la mise en œuvre d'un produit, déjà un produit c'est un bien ou un service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Donc on voit que même pour cette organisation économique, technique, etc., libérale, l'innovation c'est beaucoup plus qu'un produit. Suivant. Conclusion, je crois que j'ai autre chose.
Voilà. Donc tous les progrès médicaux ne sont pas des médicaments, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez diffusé comme notion. Tous les progrès en médicaments ne sont pas des nouveaux produits, des nouvelles indications, ça peut être tout à fait intéressant. Des améliorations de praticité. Alors Jean-Claude a donné tout à l'heure en disant changer la dose, c'est pas un progrès. Des fois, c'est un progrès. Il y a des choses pratiques comme ça qui peuvent être un progrès, de simplification de prise. Le meilleur usage des médicaments existants, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup valoriser comme un progrès. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a le mauvais usage des médicaments est extrêmement répandu. Donc le meilleur usage, passant par la formation, l'information, etc., c'est un facteur de progrès très clair. Donc progrès attend d'une meilleure utilisation des médicaments, d'une sécurisation du circuit aussi. Voilà, l'accident de Saint-Vincent-de-Paul, mais aujourd'hui on estime qu'en France il y a 18 000 morts dus aux médicaments. Alors il y en a qui sont difficilement évitables, mais il y en a une bonne partie d'évitables. Donc ça veut dire qu'il y a de grandes marges de progrès, là, on parle de milliers de morts. Lutter contre le surdiagnostic et surtraitement, c'est pas seulement pour faire plaisir à Princesse, hein, c'est quelque chose de tout à fait important. Et la déprescription et la lutte contre le surdiagnostic et surtraitement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, en tout cas dans les pays les plus riches, et encore des pays où on n'a pas assez à la médicaments. Et donc le JAMA et le BMJ, qui sont quand même deux des plus grandes revues de médecine au monde, ont lancé des lignes entières sur la notion de déprescription. JAMA, ça s'appelle Less Is More, Too Much Medicine par le BMJ. Et puis l'excellent bouquin de Thierry et Rambaud, Trop soigner en malade, publié cette année, là, c'est vraiment... franchement, si tous les médecins, pharmaciens et patients lisaient ce bouquin, je pense que le meilleur usage des médicaments... J'ai presque fini de lire. Mais donc le progrès, c'est aussi la prévention, donc là c'est à la limite des banalités, mais c'est des choses qu'on oublie quand même souvent. Comprendre les facteurs de risque pour les éviter, lutter contre l'abus d'alcool et de tabac. Donc là je renvoie au rapport de la Cour des comptes récent sur la lutte contre l'abus d'alcool, qui dit que pour appeler France, on ne fait pas beaucoup. Donc il y a des choses faciles à faire et des choses moins faciles à faire, mais apparemment en France, lutter contre l'abus d'alcool, c'est difficile. Lutter contre les inégalités sociales de santé, il y a un rapport de l'OMS d'il y a 2 ou 3 ans qui dit qu'aujourd'hui, les principaux gains de progrès sanitaire qu'on peut attendre, c'est de lutter contre les inégalités sanitaires, sociales de santé. Lutter contre les cancers et autres maladies liées au travail, c'est des exemples parmi d'autres, mais aujourd'hui les cancers liés au travail sont très, très mal revenus. Lutter contre les pesticides, la malbouffe, etc. Voilà, et je crois que j'ai terminé. Suivant. Alors, je ne vois pas très bien, mais c'est un peu pour résumer la notion de valeur. Donc on a le Dr House, on a pu l'en prescrire, qui est au lit d'un malade, et il lui dit pas de bol, hépatite C et cancer, ça va vous coûter un bras et une jambe. Et le pauvre malade qui dit prenez le bras gauche et la jambe droite, et Dr House lui dit non, vous êtes droitier, votre bras gauche ne voit rien. Merci.